Bienvenue dans le 20h, merci de vous informer sur RTI 1. Quel bilan la Côte d'Ivoire dresse-t-elle après le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé? Qu'est-il ressorti de ces réunions d'experts, du Conseil conjoint de gouvernement et de la conférence au sommet des chefs d'État? La rédaction de RTI 1 vous propose dans ce journal de répondre à ces questions. 3 257 000 kits et manuels scolaires vont être distribués sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un investissement de l'État à hauteur de 10 milliards de nos francs pour permettre à chaque élève d'aller à l'école dans les meilleures conditions. L'opération a été lancée ce jeudi. Dans les rangs de la police nationale, 1309 nouvelles recrues font leur rentrée. Ils sont aptes après 4 mois de formation commune de base. Ces élèves commissaires, élèves officiers et sous-officiers ont été présentés et ont été invités à la loyauté et à la probité par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et puis au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe sera enterré dans son village natal et pas à Harare au cimetière des héros de l'indépendance comme les autorités le souhaitaient. La famille affirme ne pas avoir été consultée. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme va se tenir dans 2 jours à Ouagadougou. Le président Alassane Ouattara, qui revient d'un séjour officiel en Arabie Saoudite, va y prendre part. Et ce sera l'occasion pour les pays de la sous-région de coordonner les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Un sujet d'ailleurs abordé lors de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Il s'est tenu en juillet dernier à Ouagadougou. Michel Digré revient sur les temps forts de ce TAC 8. Mercredi 31 juillet 2019, cérémonie de clôture de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Pour la réussite de ce TAC 8, il aura fallu plusieurs mois de travaux préparatoires. Après le TAC 7 tenu à Yamoussoukro, le comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions du TAC s'est réuni 3 fois. La dernière rencontre remonte au mois de mai à Bobo-Dioulasso. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a donné les enjeux de ces travaux préparatoires. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se porte à merveille. Il ne peut en être autrement. Quand son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et son frère, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, guidés par le souci de placer la coopération entre nos 2 pays à un niveau inégalé en Afrique, n'ont eu cesse de multiplier les initiatives et les rencontres bilatérales pour donner les orientations susceptibles de consolider chaque jour davantage l'intégration de notre espace communautaire par le développement de notre coopération bilatérale. Les 27 et 28 juillet, les experts des 2 pays sont en conclave pour évaluer l'état de mise en œuvre des décisions arrêtées au cours du TAC 7. Le 30 juillet marque l'ouverture du Forum d'affaires ivoiro-burkinabé. Cette 2e édition affiche ses ambitions. L'avenir de nos entreprises réside dans leur capacité à nouer des partenariats et des alliances stratégiques. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour créer de grands champions qui vont conquérir ensemble l'espace CEDEAO et ensuite le continent africain. La culture s'est aussi invitée à ce TAC 8. Les 2 pays ont présenté leur riche patrimoine culturel sur plusieurs scènes. Au niveau de la communication, des accords ont été noués entre les médias et organes de presse de services publics des 2 pays. Dans le cadre des échanges de programmes, mais aussi du renforcement des capacités, aussi bien des acteurs burkinabés que des acteurs ivoiriens, nos différentes entités ont convenu de signer ces différents protocoles d'accord en espérant que ce complément d'initiatives qui nous unissent permettront de renforcer davantage les relations qui existent fort heureusement entre nos 2 pays. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons affaire à des médias de service public qui ont conscience du rôle important qu'ils jouent dans la
la construction de nos opinions, dans l'éducation de nos opinions, et qui savent également qu'il est important aujourd'hui, de par la complémentarité entre nos deux peuples-là, de travailler à une synergie et à renforcer leurs capacités au service de nos nations. Ce même 30 juillet se tient le Conseil conjoint de gouvernement. Au-delà des chantiers socio-économiques qui animent les débats, les questions sécuritaires seront également inscrites au cœur des travaux. La lutte contre le terrorisme est un combat qui interpelle nos deux gouvernements. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de l'inscription à l'ordre du jour du TAC 8 de cette importante question. Permettez-moi de saluer le courage du peuple burkinabé et la sagesse de ses dirigeants qui permettent à votre pays, face aux multiples attaques terroristes, de se tenir debout. En début d'après-midi, le président Alassane Ouattara arrive à Ouagadougou. Le lendemain 31 juillet, il préside avec son homologue burkinabé la conférence au sommet des chefs d'État. S'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du Mont Peko. Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Concernant les difficultés relatives à la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, le président burkinabé Marc Roch-Kaboré donne des explications. Les arguments qui ont été avancés, c'était de dire que, d'une part, le fait que le Burkina Faso et le Ghana étaient en train de réfléchir à la construction d'un chemin de fer, ça remettait en cause la viabilité de la ligne Abidjan-Ouaga-Tambao. Pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. La cérémonie de clôture a été marquée par les signatures de 3 accords dans les domaines de la coopération transfrontalière, des mines et géologie et de la protection des enfants. Plusieurs importantes décisions ont été également arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du Mont Peko, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce faire, les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mont Peko. À la faveur de ce TAC 8, le chef de l'État Alassane Ouattara a été élevé au rang de Grand Croix de l'Étalon. À sa suite, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été élevé au rang d'officier de l'Étalon et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, au rang de commandeur de l'Étalon. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans. La rentrée des classes a eu lieu en Côte d'Ivoire ce lundi 9 septembre. L'État finance à hauteur de 10 milliards de nos francs l'opération de distribution de kits scolaires aux élèves. 3 257 000 kits et manuels vont être distribués à compter de ce jour sur tout le territoire national. Sephora Zegui. Groupe scolaire Gbagba Sud, commune de Bingerville. C'est le démarrage de la distribution de kits et manuels scolaires. 10 milliards de francs CFA pour 3 257 650 kits et manuels scolaires qui seront distribués dans les établissements publics du pays. Un soulagement selon les parents d'élèves. Nous voyons que la plupart des parents ont vraiment des problèmes pour faire face aux dépenses scolaires. C'est une joie de savoir que le gouvernement fait des efforts pour que tous les enfants soient logés à la même enseigne. Satisfaction aussi pour les élèves, heureux bénéficiaires du jour. Nous disons merci à la ministre. Nous lui promettons de bons résultats en fin d'année. Partenaire de l'école ivoirienne,
L'UNICEF s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien. Pour la représentante adjointe de l'institution, l'éducation est la base de tout développement. À la communauté éducative, aux enseignants, aux parents d'élèves et élèves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle assure qu'elle veillera à ce que l'année scolaire soit une réussite. Elle met cependant en garde les enseignants véreux quant à la vente des kits et manuels scolaires entièrement gratuits. Je voudrais faire maintenant une mise au point qui peut paraître superflue, mais qui vaut son pesant d'or. Les kits qui vous seront distribués sont totalement gratuits, car c'est la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à l'éducation de vos enfants, que dis-je, de nos enfants. Ne vous laissez pas gruger par ceux qui voudront vous vendre ces kits. Mieux, je vous demande de signaler ces faussaires à nos services compétents afin qu'ils soient châtiés en conséquence. Toutes les écoles primaires et les 2 établissements du secondaire de Bingerville ont reçu 19 500 kits et manuels scolaires, 300 tables bancs, des ordinateurs, des équipements de bureau, du matériel de sport, entre autres, d'une valeur de 42 millions de francs CFA. Les 41 directions régionales bénéficieront également de cette opération. Plus d'1 millier de nouveaux policiers intègrent les rangs de la police nationale. La 43e promotion, cycle 2019-2020, constituée d'élèves commissaires, d'élèves officiers et sous-officiers jugés aptes à intégrer la police nationale, a été présentée au drapeau à Boussanogo. Ils ont choisi librement de servir la nation au sein de la police nationale. Issus de la 43e promotion cycle 2019-2021, ils viennent de parachever 4 mois de formation commune de base simultanément au centre d'instruction de Kwas à Dabou et à l'école nationale de police. Cette cérémonie constitue une étape importante dans la carrière de ces 1309 recrues, incorporés le 6 mai 2019, en ce sens qu'elles consacrent leur entrée effective dans la famille de la police nationale. 61 élèves commissaires, 249 élèves officiers et 999 élèves sous-officiers ont été présentés au drapeau en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomondi. Il s'agit particulièrement de présenter le drapeau aux nouvelles recrues à l'issue de la formation assurée par des instructeurs militaires en provenance de l'armée de terre. Je confie notre drapeau à votre honneur, à votre vaillance, à votre discipline et à votre compétence. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir le but du drapeau. Saluez-le, la tête haute, et quand sonnera l'heure de la lutte suprême, serrez vos rangs autour de lui et défendez-le avec la dernière énergie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomondi, a partagé sa vision à la tête du ministère de la Sécurité, puis a exhorté les recrues au travail, à la discipline et à la loyauté. Dans quelques jours, vous entamerez votre formation policière proprement dite. N'oubliez jamais que chaque jour, dans vos actes, vous devez être des modèles, des agents fidèles à la nation. Vous devez toujours mériter l'admiration, le respect et la confiance des Ivoiriens. Il s'agit de servir la nation avec rigueur, loyauté et abnégation. À ces nouveaux fonctionnaires de police, il a été inculqué les connaissances fondamentales de la défense d'une nation, le dépassement de soi, l'honneur et le dévouement à la patrie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a aussi lancé ce jeudi l'opération Épervier 5 dans la commune de Yopougon. Vagondo Diomondi a situé les enjeux de cette opération. Il a demandé l'appui et la coopération des populations. Les informations qu'elle pourrait fournir à la police étant primordiales pour traquer et débusquer les bandits. La région d'Unzi, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, se prépare à recevoir le chef de l'État. Les élus, cadres, guides religieux et chefs coutumiers se sont rencontrés pour l'organisation pratique de ce séjour. Il va durer du 25 au 28 septembre prochain. Éric Goré. Les 25, 26, 27 et 28 septembre, la région d'Unzi sera à l'honneur. Elle accueille le président de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'État.
Un défi que veulent relever les ressortissants de cette région. Ils se sont réunis à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan pour les derniers réglages. Mesdames et messieurs, je voudrais, à mon humble niveau, vous inviter à faire en sorte que cette visite d'État soit un levier pour l'union une union sacrée entre tous les enfants de cette belle région pleine de tant de symboles forts pour notre pays. Fille de la région, la ministre Liramata Bakayeko a présenté le pagne de cet événement historique. Elle a appelé à la mobilisation de tous avant de dévoiler le calendrier de cette visite présidentielle. Nous lançons avec tous les élus et cadres un appel à tous les fils, toutes les filles de la région du Nzi. Nous devons faire mieux que toutes les autres régions. Le 25, il y aura un conseil des ministres à Dimbokro. Le 26, le président sera à Kwasi-Kwasi-Kro. Le 27, il sera à Bokanda. Et le 28, c'est le meeting de clôture à Dimbokro. L'arrivée du président de la République dans la région du Nzi lui permettra de communier avec les populations et également toucher du doigt leurs différentes préoccupations. C'est une tradition pour le président Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité plusieurs centres hospitaliers et universitaires et hôpitaux des communes de Cocody et de Yopougon. Des travaux de réhabilitation et de rénovation y sont en cours, cela dans le cadre de la couverture maladie universelle qui doit démarrer à partir du 1er octobre prochain. Salima Toudia. C'est une visite ministérielle sur les chantiers de réhabilitation et de rénovation des CHU et hôpitaux du district d'Abidjan. L'inspection du ministre de la Santé, Eugène Akaolé, vise l'état des lieux pour certains établissements et l'état d'avancement des travaux pour d'autres. Nous venons du CHU Cocody, où les blocs opératoires sont censés être terminés depuis, mais il reste encore quelques travaux à faire. Il reste surtout des approvisionner en ressources humaines. Nous sommes passés également au CHU Angré pour savoir qu'est-ce qui bloque encore ce CHU. Nous sommes à Yopougon, à Thié. Ici, essentiellement, il s'agit de voir si les formations sanitaires de la zone urbaine de Yopougon peuvent apporter des soins de santé primaire, des soins de santé tout court aux patients lorsque le CHU Yopougon sera fermé pour les travaux de réhabilitation. Cette visite intervient dans le cadre du démarrage des prestations de la CMU prévues dès le 1er octobre. Le ministère, le point focal, rassure de la disponibilité des infrastructures et des médicaments. Il revient au ministère de la Santé de mettre à la disposition de la couverture maladie universelle les ressources humaines. C'est ce qui est en cours. Il revient au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de mettre à la disposition de la couverture maladie universelle des médicaments. Ça, c'est déjà prêt à 80-90%. Il revient au ministère de la Santé de mettre en place les infrastructures, les équipements, de mettre à niveau aux normes pour que ça puisse fonctionner. Et ça, nous avons aujourd'hui au moins déjà 200, au moins 300 établissements qui peuvent, avec lesquels on peut démarrer. Plusieurs établissements sanitaires de l'intérieur du pays, notamment dans la région du Nzi et du Boclé, ont aussi été visités par le ministre de tutelle. Bien avant le démarrage effectif de la couverture maladie universelle, le gouvernement apporte déjà aide et soutien aux populations. Un jeune étudiant en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, souffrant d'une maladie rénale, s'est vu octroyer une bourse pour continuer ses études en France. Chris Diomandé et Issaïo. Dans les locaux du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, David Yao, étudiant en 3e année à l'université Félix Houphouët-Boigny, est reçu par la ministre Mariatou Kone. Atteint d'une insuffisance rénale, David Yao a obtenu une bourse d'études dans une université française. Avant son départ pour la France, le gouvernement ivoirien lui a apporté un soutien financier. Au départ, ce n'était pas facile et j'ai eu l'aide de la présidence de la République. En un mot, je dirais merci parce que qui suis-je pour que je puisse avoir
cette chance, cette opportunité de pouvoir dialyser aux frais de la présidence. Donc je dis merci parce que c'est fort passé. Ce geste s'inscrit dans la politique du programme social du gouvernement qui chaque année vient en aide à la population et aux démunis. David avait tous les prétextes pour céder au vice, la maladie, la pauvreté, le fait qu'il soit orphelin. Mais malgré tout cela, il a étudié. Les portes lui ont été ouvertes à cause de cette volonté. Et aujourd'hui, il va faire ses études. Je l'ai donc reçu pour l'encourager, pour le féliciter. Et puis, en tant que maman, pour lui faire des bénédictions. C'est ce dimanche 15 septembre que David Yao Yao ira en France pour poursuivre ses études à l'université de Bretagne, où il bénéficiera d'une assistance médicale adaptée. Le nouveau patron du ministère de l'économie numérique et de la Poste a reçu des mains de son prédécesseur les charges de sa nouvelle fonction. Le ministre sortant, Isaac Dey, met en pole position les performances de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Mamadou Sanogo, lui, s'engage à aller plus loin dans les objectifs fixés. Noël Gnagno. Immeuble Postel 2000, 24e étage, siège du ministère de l'économie numérique. Le nouveau locataire des lieux, Mamadou Sanogo, reçoit ses charges de son prédécesseur Claude Isaac Dey, devenu depuis le 4 septembre ministre auprès du Premier ministre en charge de la coordination des grands projets. Isaac Dey souligne les acquis grâce à la qualité des cadres à qui il a rendu un hommage appuyé avant d'indiquer les prochains chantiers. De nombreux textes ont été préparés. Ils sont actuellement au niveau de la GG. Madame la GG, nous avons 10 projets de décret, 9 projets d'arrêté qui concernent effectivement la question de la régulation du secteur. En tant qu'en matière de cybersécurité, de régulation, nous avons aussi finalisé la politique de sécurité des systèmes d'information de l'administration publique. Document à faire valider au niveau du Conseil. Mamadou Sanogo a salué le travail accompli et l'adhésion des cadres. Il pense bénéficier de leur engagement pour la réussite de sa mission. Je voudrais rassurer tout le monde ici que nous allons mettre tout en œuvre pour nous acquitter de la nôtre, mais nous ne pourrons réussir effectivement qu'en équipe. Tout seul, nous ne pourrons pas. Ce n'est qu'en synergie avec tous les cadres compétents ici présents que nous allons relever les défis. La Côte d'Ivoire figure dans le top 5 de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest et va abriter en 2020 la conférence internationale de l'UPU, Union postale universelle. Ce jeudi, la 4e rencontre d'apprentissage entre pairs de l'initiative Compact G20 s'est ouverte. L'initiative conjointe du ministère de l'économie et des finances et du Centre africain pour la transformation économique. Ce forum est un cadre d'échange d'expériences entre experts européens et africains afin de promouvoir l'investissement privé. Astou Touré. La Côte d'Ivoire accueille la 4e édition du séminaire d'apprentissage entre pairs de l'initiative Compact G20 avec l'Afrique. Une rencontre qui se veut un cadre d'échange et de mobilisation du capital privé. Une collaboration qui a permis à la Côte d'Ivoire de signer un partenariat avec la République fédérale d'Allemagne dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons bénéficié de financements importants du secteur privé, notamment le secteur privé allemand. Nous avons la construction, un projet de construction d'une centrale solaire dans le nord de la Côte d'Ivoire qui coûte 24 milliards. Ça a été fait. Il y a également le retour en Côte d'Ivoire de plusieurs institutions, de plusieurs entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce séminaire réunit l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, secteur privé et partenaires au développement autour des questions visant à développer le financement mixte en s'adaptant efficacement aux conditions locales. Il s'agit d'une combinaison, d'une mise en commun de plusieurs types de ressources pour soutenir des projets. Ce sont des financements qui viennent du secteur public, des financements qui viennent du secteur privé, mais également qui peuvent venir des institutions financières de développement. Pour accélérer la transformation économique de l'Afrique, les pays membres de l'initiative Compact entendent compter sur une meilleure implication du secteur privé. Il reste encore du potentiel pour améliorer les résultats du Compact. Compte tenu du faible dynamisme dans quelques équipes du Compact, de la faible appropriation des partenaires du G20 et de la faible implication du secteur privé.
Ces défis qui restent à relever pourraient être adressés lors des prochaines réunions, notamment lors du Forum pour les investissements en Afrique, qui se tiendra du 11 au 13 novembre prochain. L'ambassadeur du Japon, quant à lui, a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner les investissements en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Notre gouvernement entend accompagner les entreprises japonaises dans la quête de nouvelles opportunités d'affaires en Afrique. Concrètement, l'un de nos engagements pour la promotion du secteur privé japonais en Côte d'Ivoire et la conclusion d'un accord bilatéral de promotion et de protection des investissements. Cette rencontre permettra de mettre en exergue les priorités pour améliorer les finances mixtes dans les pays de l'initiative Compact G20 avec l'Afrique. Dans le domaine de l'emploi, près d'une centaine d'acteurs se sont réunis à Abidjan. Il s'agit pour eux de vulgariser les résultats des enquêtes réalisées par les services compétents, essentiellement pour assurer une meilleure compréhension des concepts et indicateurs du marché du travail. Lancine Bakayeko. Amalgame et polémique sur les indicateurs liés à l'emploi en Côte d'Ivoire. Des polémiques qui portent pour l'essentiel des cas sur le taux de chômage. Cette rencontre de vulgarisation des indicateurs du marché du travail s'inscrit donc dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi 2016-2020. Les différentes données collectées restent insuffisamment analysées et exploitées, alors qu'elles devraient servir de base de réflexion et d'examen afin d'aider à la prise de décision en matière de politique et stratégie d'emploi. Il s'agit en effet de recueillir les besoins en information des utilisateurs en vue d'élaborer une stratégie de diffusion et de communication des données. À travers cette initiative, le gouvernement veut œuvrer à une appropriation optimale des résultats des enquêtes emploi dans l'optique d'une meilleure compréhension des concepts et des indicateurs du marché du travail par les leaders d'opinion. Il nous appartient, au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, de nous assurer que l'ensemble de ces indicateurs qui sont élaborés, qui sont disponibles, puissent être connus par le citoyen lambda. Derrière un chiffre, il y a une réalité. Derrière une réalité, il y a une conception. La problématique de l'emploi reste un défi central pour le gouvernement ivoirien. Objectif, améliorer l'indice de développement humain, gage du retour définitif de la stabilité en Côte d'Ivoire. Sur la scène politique, le directeur exécutif du RHDP met les coordonnateurs régionaux en mission. Ils doivent investir le terrain selon la stratégie mise en œuvre par le parti. Alexis Ouedraogo. Il y a un mois, les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP étaient désignés. Ce jeudi, ils ont répondu à l'invitation du directeur exécutif du parti pour affiner leur stratégie. Les coordonnateurs régionaux et associés ont désigné donc les départementaux, les communaux et les sous-préfectoraux. La réunion d'aujourd'hui, c'était donc de s'accorder sur la désignation des délégués sectoriels et des comités de base. L'objectif étant donc d'installer 16 000 sections, ce qui représenterait plus de 3 millions de militants dans notre base de données. Les coordonnateurs RHDP des différentes régions ont reçu leur feuille de route. Ils seront en séminaire le 10 octobre prochain à Yamoussoukro. Objectif, renforcer la proximité avec les populations. Nous pensons qu'en tant que RHDP, notre rôle, c'est d'être un ascenseur social entre les attentes de la population et le gouvernement, d'une part, et d'autre part, de pouvoir être le relais des réalisations du gouvernement et du président Alassane Ouattara auprès des populations. Parmi les innovations qui seront présentées par le parti, le e-militant, l'ouverture du parti au monde numérique. Tous nos militants, où qu'ils se trouvent, dans tous les villages, pourront donc s'inscrire sans avoir besoin de se déplacer jusqu'au siège régional, ni départemental, encore moins jusqu'au niveau central. C'est une politique non seulement de proximité, mais c'est une autre forme de décentralisation qui permet aux régionaux de disposer d'une base de données en temps réel. Et le RHDP entend davantage se faire présent sur le terrain.
Actualité internationale pour terminer, le Zimbabwe prépare des funérailles nationales pour son ancien président Robert Mugabe. Il sera finalement enterré dans son village et pas à Harare au cimetière des héros de l'indépendance comme les autorités le souhaitaient. La famille de Robert Mugabe a dénoncé via un communiqué l'attitude du gouvernement, l'accusant de ne pas l'avoir consulté dans l'organisation de ses funérailles. Merci de toujours suivre nos programmes sur RTI 1. Retrouvez-nous également sur les www.rti.ci. Très bonne fin de soirée à tous.